3, 2, 1. Here we go! Voilà, bonjour ou rebonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence dans le cadre du cycle des conférences de Toulouse 2022, de l'édition Cyclo 2022 de Toulouse. Cette conférence qui va être consacrée à l'économie circulaire autour de l'eau, ou plutôt avec l'eau au centre de l'économie circulaire. Et nous vous proposerons à cette occasion une suite de présentations suivies de différents échanges avec vous, puisque vous le savez certainement, nous vous proposerons à plusieurs reprises d'échanger directement avec les intervenants ou de les interpeller pour leur poser des questions et préciser tel ou tel point qui vous intéresse en particulier. Alors sans transition, je vais inviter à me rejoindre sur cette estrade nos 5 invités pour cette séquence et cette conférence, à savoir M. Étienne Combe, qui est chargé de projet à la région Occitanie, M. Luc Burtin, qui est directeur du pôle eau de Gaxieux, Ariette Sourzac-Pollet, qui est chargé d'études, innovation, réutilisation, micropolluants à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Monsieur Jean-Michel Clerc, qui est chargé de mission expert eau, géosciences, risques à l'Agence de développement économique d'Occitanie, ADOC. Et enfin, Madame Maëlène Poitrenaud, qui est responsable innovation et développement à CD Environnement. Voilà, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Je vais vous proposer de vous mettre là, monsieur Clerc, parce que nous allons peut-être avoir un invité supplémentaire. Merci pour votre présence et votre disponibilité. Alors, comme vous le savez, en opposition à l'économie linéaire, l'économie circulaire propose une philosophie de préservation de la ressource. Le triptyque mieux produire, mieux consommer, mieux valoriser doit s'organiser à différentes échelles pour devenir un nouveau paradigme de gestion de l'eau, et c'est ce dont nous allons discuter ensemble avec nos invités dans un instant. L'objet de cette conférence étant de mettre en lumière la dynamique de ce territoire sur le sujet de la réutilisation de l'eau usée à travers la présentation de différents projets, la présentation des aides et du cadre réglementaire concerné. Alors pour commencer et nous mettre un petit peu dans le contexte, je vais vous proposer de visionner ensemble une très courte vidéo qui nous est proposée par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne sur la réutilisation des eaux usées. La réhute, c'est quoi? Réutilisation des eaux usées traitées. Tous les usages ne nécessitent pas de l'eau potable ou de l'eau de grande qualité. Réutilisons les eaux usées traitées issues des stations d'épuration, les STEU. Après un traitement complémentaire, elles peuvent servir à l'irrigation de cultures ou d'espaces verts au lieu d'être rejetées dans le milieu naturel. En France, cette pratique est strictement encadrée par une réglementation en cours d'évolution. Au-delà des usages réglementés, d'autres usages à expérimenter pourraient bénéficier de la réhute, comme par exemple le nettoyage des voiries, l'hydrocurage des réseaux, la lutte contre les incendies, l'alimentation de milieux naturels. Actuellement, 0,3% des eaux usées traitées sont réutilisées sur notre territoire. Lors des assises de l'eau en 2019, le gouvernement a exprimé sa volonté de développer ces pratiques et que leurs usages soient facilités. En réduisant les rejets des stations d'épuration dans les milieux naturels, la réhute permet aussi d'améliorer la qualité de certains cours d'eau fragilisés. L'eau est un bien précieux. Recyclons-la. Alors voilà, pour le contexte général dans lequel nous allons nous inscrire, un très bon résumé en 1 minute 30 que vous pouvez retrouver, j'imagine, sur le site des agences, sur les différents sites
des agences de l'eau. Nous allons, pour commencer, alors on se rend compte tout de suite, d'entrée de jeu, il y a un chiffre qui frappe les esprits, 0,3% seulement de l'eau qui est réutilisée dans ce contexte d'économie circulaire de l'eau. Donc on voit qu'effectivement, il y a un potentiel, une marge de progrès considérable, et c'est ce que vous allez certainement nous décrire. Et pour commencer, je vais proposer à M. Étienne Combe, chargé de projet donc, de la région Occitanie, en binôme avec M. Luc Burtin, qui est directeur du pôle eau du cabinet Gaxieux, d'intervenir à deux voix pour nous parler d'économie circulaire de l'eau, avec le cas de la réutilisation des eaux usées traitées en Occitanie. Pour commencer, M. Burtin étant représentant un bureau d'études qui assiste les collectivités locales dans la réalisation de leurs projets d'infrastructure. Je vous laisse vous organiser ensemble, M. Combe et M. Burtin. Oui, bonjour à tous. Donc, mon intervention juste en 3 points. Donc, un petit rappel de la situation sur la région Occitanie en termes de ressources et en termes de pression. Deuxième point, comment la région Occitanie s'organise pour structurer sa politique et venir en soutien, notamment sur le volet quantitatif. Et puis, quelques mots pour présenter l'étude régionale qui a été menée en 2021 avec 3 bureaux d'études, dont le bureau d'études Gaxieux qui est présent ici, le bureau d'études DV2E qui tient un stand, et puis la société Canal de Provence en région PACA. Et puis après, je passerai la parole à mon collègue Luc. Voilà, je vous laisse vous saisir de la télécommande pour pouvoir avancer sur votre diaporama. Voilà, pour commencer, un petit point de météo. C'est vrai que la situation, certes, en Occitanie a montré des contrastes particuliers après un été très sec, le plus sec enregistré à ce jour, et un hiver assez doux jusqu'à la mi-janvier. On a ensuite une succession de vagues de froid et de périodes de douceur. Au final, sur certains territoires, on se retrouve en déficit important. Bon, sur l'Hérault, depuis début septembre, on a 20% des précipitations qui étaient attendues, 45% sur les Pyrénées-Orientales et même l'Aveyron, qui est au pied du Massif central, mais qui est aussi touché par ces déficits. Donc espérons que les pluies de printemps vont venir améliorer cette situation critique. Alors ensuite, on peut dire, comme vous le voyez sur la carte, que cette région Occitanie est, le titre le porte, une ressource sous tension, avec une répartition des ressources assez inégales, autant dans l'espace, comme on le voit là, que dans le temps. Donc voilà, en orange, les zones en déséquilibre important, pas simplement sur le pourtour méditerranéen, mais aussi, vous voyez, le bassin de Tarn-Aveyron, enfin plutôt Aveyron. Des zones en déséquilibre, la vallée de la Garonne, le bassin de la Goutte et du Tarn, et puis des zones plus équilibrées, la Gascogne, le bassin de l'Ariège ou le bassin du Lot, quoi. Donc cette situation, elle est assez particulière, elle caractérise bien la région Occitanie. Et viennent à se rajouter à ça des pressions qui sont grandissantes un petit peu partout, et notamment sur le pourtour méditerranéen, où se cumule à la fois une forte pression démographique dans une région attractive, et une pénurie de précipitations et une fréquentation touristique importante, notamment l'été. Tout ça va tendre davantage la demande en eau. Donc, non. Bon, le déficit à l'échelle de l'Occitanie est estimé à 160 à 180 millions de mètres cubes chaque année. Donc, on est à peu près 100 millions sur le bassin Adour-Garonne. Vous voyez la limite sur la carte. Et puis, plutôt 80 millions sur la partie Ronde Méditerranée-Corse, qui concerne donc les départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Donc, ce déficit, il est aussi, on l'enregistre aussi sur la recharge de nappe. Sur la partie méditerranéenne, on est à 50% de la recharge actuelle depuis septembre
ce qui laisse présager voilà, un été un petit peu compliqué. Donc, pour conclure ce point, la question de l'eau, elle l'était déjà, elle le devient de plus en plus primordiale à bien des égards. On a parlé ce matin des différents usages, évidemment sur l'eau potable, qui est quand même une priorité. Derrière, c'est tous les usages aussi économiques, l'agriculture, l'industrie. L'agriculture est une des activités prépondérantes en Occitanie. Et puis, sur les milieux aquatiques aussi. Donc, voilà, il faut donc mieux la gérer et aussi mieux la partager. Donc, avant de développer cette partie concernant l'étude, là on voit l'ensemble des projets qui ont été recensés dans le cadre de l'étude par les 3 bureaux d'études à qui on a confié ce travail. Je vais dire 2 mots sur l'organisation de la région Occitanie en termes de politique de l'eau. Depuis 2018, la région Occitanie a assis sa politique autour de 3 piliers. La gestion durable de la ressource en eau, la prévention et la réduction des risques d'inondation, et puis la préservation et la restauration des milieux aquatiques. Sur ces 3 piliers, un enjeu majeur concerne évidemment la gestion quantitative, un peu le sujet d'aujourd'hui. Et cette gestion quantitative est aujourd'hui l'objet de beaucoup de travaux et de recherche, de façon à trouver, à définir et à hiérarchiser une palette de solutions. Donc parmi ces solutions, déjà la région Occitanie intervient de façon très opérationnelle avec son réseau hydraulique régional, notamment avec le canal qui prend l'Aude dans le Petit Rhône et qui l'amène jusque dans l'Aude. Et puis, voilà, la région est propriétaire donc, de cet ouvrage, mais aussi propriétaire d'autres ouvrages type retenue, barrage, etc. Ensuite, un deuxième axe, la région souhaite privilégier avant tout la sobriété des usages et des comportements, les économies d'eau, et puis l'optimisation des ressources existantes, notamment sur des gros ouvrages. Donc on l'a dit, les économies d'eau, c'est quand même une priorité sur laquelle on peut encore faire pas mal d'efforts et gagner des volumes importants. Néanmoins, l'optimisation de ces ressources n'empêche pas la mobilisation de nouvelles ressources. On l'a évoqué aussi ce matin, tant sur les nappes que sur des ouvrages existants, mais sur de nouvelles retenues qui pourront se faire dans le cadre de procédures assez encadrées. On a parlé des plans de gestion des territoires de l'eau, les PTGE, sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Rhône-Méditerranée-Corse, c'est les plans de gestion de ressources en eau, voilà, avec une démarche concertée qui vise à optimiser les solutions en termes de quantitatif. Parmi toutes ces mesures, toutes ces pistes et toutes ces réalisations, les eaux non conventionnelles sont une des solutions sur lesquelles la région a voulu y voir davantage de projets et de réalités. Et donc c'est pour ça qu'elle a missionné donc, les bureaux d'études pour faire une étude de potentialité sur l'ensemble de la région. D'où le recensement de ces 120 projets en Occitanie, avec, vous le voyez, une répartition assez prédominante sur les 4 départements de l'arc méditerranéen. Vous avez les pourcentages, je vous laisse en prendre connaissance. Donc voilà, cette réutilisation des eaux usées traitées, elle s'inscrit aussi dans une approche plus globale et plus partagée dans le cadre de ce qu'on a appelé l'entente pour l'eau du Grand Sud-Ouest, qui regroupe donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'État et les 2 régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, l'étude était un préalable à l'appel à projet qui va suivre et dont parlera Ariette tout à l'heure. Il nous a paru intéressant de pouvoir
focaliser sur cette région Occitanie, de recenser les projets et d'impliquer les acteurs. Alors, Monsieur Combe, je me permets de préciser que pour les légendes qui seraient un petit peu difficiles à lire pour nos spectateurs aujourd'hui, vous pourrez retrouver, vous référer à ces documents que vous retrouverez sur le site de Cyclo Toulouse 2022. Vous pourrez retrouver les enregistrements de cette conférence dans lesquels vous retrouverez l'intégralité des présentations auxquelles vous pourrez vous référer et retrouver un certain nombre de détails. Voilà, je vous laisse avancer. Hein. Pardonnez-moi sans vous mettre la pression, mais nous sommes aussi contraints par le temps et je vous laisse continuer votre présentation. Alors, le troisième point, donc la présentation de cette étude et les résultats qui sont visibles sur la carte. Donc, premier point, une étude pour recenser l'ensemble des projets, des démarches et impliquer les acteurs qui sont positionnés sur ce sujet. La volonté aussi de la région de ne pas se contenter de fouiller tout ce qui est du domaine réglementé. Et donc, on a travaillé sur tout ce qui n'est pas réglementé aussi. Je rappelle, tout ce qui est réglementé aujourd'hui, c'est les usages agricoles et les usages d'arrosage, espaces verts. Et donc tout le reste, l'hydrocurage, le nettoyage de voiries, le renouvellement des eaux de piscine, enfin, et j'en passe, le pluvial, n'est pas réglementé, soumis à dérogation, avec une évolution réglementaire qui évolue. Donc on a souhaité cibler les projets et le retour d'expérience dans ce travail, prendre en compte les aspects économiques, sociaux, environnementaux. Hein, c'est bien la démarche nécessaire et puis qui est imposée à la fois par la réglementation et puis qui a le plus de chances de succès au final. L'inscription de ces projets doit aussi se faire à une échelle territoriale pertinente, donc soit à l'échelle des communautés de communes, soit à l'échelle des bassins, soit dans le cadre des plans de gestion de territoire. Et tout ça pour trouver des solutions innovantes, réalisables, acceptables, de façon à pouvoir nourrir ensuite l'appel à projet économie circulaire de l'eau, porté avec l'Agence de l'eau et la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Étienne. Donc comme vient de le dire Étienne Combe, dans la région nous manquons d'eau. Nous manquons d'eau depuis longtemps et ça va durer encore longtemps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons donc besoin de trouver des solutions. La première des solutions qui vient à l'esprit et qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la réutilisation des eaux usées traitées, alors qu'on appelle aussi reut ou reuse, peu importe. C'est une solution d'avenir qui présente un potentiel, même si elle ne va pas tout résoudre. Mais la première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous, qui êtes présent à Cyclo, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à soutenir des projets de reuse? Et plus largement, est-ce que en Occitanie, aujourd'hui, nous sommes prêts à soutenir des projets de reuse? Alors, je vais juste donner quelques chiffres. Voilà, Étienne l'a souligné. On a détecté dans l'étude 120 opportunités de projets. Il y a 70 dossiers qui ont été déposés dans l'appel à projet. Donc, je crois que oui, il y a une appétence pour la reuse. Et oui, aujourd'hui, en 2022, l'Occitanie est prête pour la reuse. Et pour vous le démontrer, je vous invite à faire un petit voyage en train. Ce train, il s'appelle l'Occitanie Reuse 2021. Occitanie, parce que c'est une étude qui a été lancée par la région, bien évidemment, et 2021, puisque c'est l'année où on a fait terminer l'étude. Ce petit train, il va nous emmener de la station de départ, qui est l'urgence climatique, qu'Étienne vient de détailler. Je ne reviendrai pas dessus, qui va nous emmener, nous l'espérons, vers la station Résilience. La première station qu'on va visiter, c'est la station Espace Vert et Gazon. Et si vous voulez bien, on va se transporter à Agde, où en 2017, l'agglomération d'Agde a obtenu, Euroméditerranée, pardon, a obtenu le premier arrêté réutilisation des eaux usées traitées en France métropolitaine. Et a commencé des travaux dès 2018 et en 2020, les travaux ont été finis, de sorte que 2021 a été la première année où l'ensemble du dispositif reuse a été déployé. On a économisé 199 961 mètres cubes. Alors on a un petit peu menti au préfet, on avait dit que ce serait 200 000. Bon, je ne pense pas qu'on nous en voudra pour 39 mètres cubes. Et là, vous voyez le résultat sur une photo que j'ai prise au mois de septembre 2021. Donc au sortir de l'été, vous avez un golfe magnifique qui est bien vert. Et si je souligne ces chiffres et cet état, c'est simplement pour dire que voilà, le projet a été maîtrisé de bout en bout et que donc oui, en réponse à ma question, oui, aujourd'hui en Occitanie, en 2022, on est prêt à faire de la reuse. Si on reste dans le domaine du végétal et qu'on va dans le domaine agricole, qui est une activité évidemment très importante dans notre région, je vous propose d'aller nous déplacer dans l'Aude, à Gruissant,
où dès 2013, un projet extraordinaire a été mis en place, le projet Irialto, qui a consisté à voir s'il était possible, je le fais très schématiquement, d'irriguer les vignes ou pas avec de l'eau usée traitée. La réponse a été oui, et à tel point que de 1,5 hectare que vous avez sous les yeux aujourd'hui, qui était l'expérimentation initiale, cette année, en 2022, on va passer au stade, enfin les porteurs de projets vont passer à une surface irriguée de 80 hectares. Donc c'est la démonstration que oui, encore une fois, en Occitanie, en 2022, on est prêt pour faire de la reuse. Juste un petit clin d'œil aussi, on n'est pas les seuls à être prêts, puisque la pomme de terre de Noirmoutier, pour information, elle est irriguée et elle pousse depuis 30 ans à partir d'eau usée traitée. Revenons, si vous le voulez bien, dans le milieu urbain, et notamment l'usage urbain, l'usage hydrocurage des réseaux d'assainissement. Alors qu'est-ce que c'est l'hydrocurage? Eh bien c'est simple, on prend un camion, on le remplit d'eau, et ensuite avec une pompe, on va injecter de l'eau sous pression pour nettoyer le réseau d'assainissement. Alors je vous ai mis quelques photos de ce qui pouvait subsister dans un réseau d'assainissement. D'une part pour vous couper l'appétit, comme ça vous n'aurez pas faim, et vous serez attentif jusqu'à la fin des présentations, et d'autre part pour vous montrer tout ce qui peut évidemment transiter et se boucher dans un réseau d'assainissement. Et il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, on nettoie ces bouchons-là avec de l'eau potable. À une époque où l'eau potable était disponible à foison, il n'y avait pas de question à se poser. Aujourd'hui, c'est une gabegie qui, évidemment, est amenée à disparaître. J'accélère un peu. Allons cette fois dans le domaine de l'industrie, simplement pour vous dire que dans le cadre de l'étude que nous avons portée pour la région, dans l'agglomération de Sète, nous avons identifié un industriel qui consomme 300 000 m3 d'eau potable par an. Et grâce au projet de réutilisation des eaux qu'on est en train de concocter, on va économiser 250 000 m3 d'eau par an. 250 000 m3, donc c'est énorme. Et il y a un triple effet qui se coule. L'industriel est content puisque le temps de retour sur investissement est de seulement 3 ans. L'agglomération est contente puisqu'elle a une nouvelle ressource gratuite sans bouger une oreille de 250 000 m3. Et l'environnement est content également puisque c'est autant de pollution en moins rejetée dans le milieu naturel. Je vous invite maintenant dans la station prochaine, c'est la station que j'ai appelée Environnement. Environnement et biodiversité, où là nous nous déplaçons cette fois dans le Gard, à Vauvert, où juste à côté de la station d'épuration, les concepteurs, il y a 6-7 ans, ont décidé de faire des trous, alors bien calibrés, bien étudiés, et d'y planter des espèces aquatiques. Et vous voyez aujourd'hui, c'est une photo que j'ai prise en 2021, on a des canards, on a des poules d'eau, on a des tortues, des grenouilles. Il y a toute une biodiversité qui s'est développée, et comme au titre de la biodiversité, il y a une espèce animale particulière, c'est l'homme. Est-ce que l'homme a colonisé ou pas le site? Oui, la réponse, vous avez un homme qui promène son enfant sur la photo qui est en haut de l'image. Donc oui, voilà, avec de la reuse, on a fait de soutien à l'environnement, de la biodiversité, et on a servi également la population puisqu'on a créé une zone de bien-être. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est comment la réutilisation des eaux peut servir les populations. Et là, c'est un projet qui n'existe pas, qui sort un petit peu de mon esprit, mais qui est très largement inspiré de faits réels. Imaginons que nous ayons une collectivité qui dispose d'un terrain en friche, donc c'est l'image que vous avez à gauche. Imaginons que ce terrain en friche, on lui apporte de l'eau usée traitée. Eh bien, ce projet-là, on peut faire un magnifique projet en prenant la tâche d'associations spécialisées. On peut réinsérer dans l'emploi des gens qui étaient très éloignés de l'emploi, par exemple des personnes en situation de handicap, des chômeurs de longue durée, et leur donner comme consigne, comme tâche, de remettre à plat ce terrain, d'y planter des vergers. Ces vergers, ils vont produire des fruits. Et ces fruits, on pourra les donner à manger à des personnes qui sont dans une absolue nécessité, qui n'ont pas de quoi se subsister sur le plan alimentaire. Et du coup, on a un beau projet où on a donné du travail à des gens, donné à manger à des gens, on a aménagé le territoire, et c'est le symbole du phénix que vous voyez ici, c'est qu'au final, on a redonné la vie là, au final, où il n'y en avait plus. Donc vous voyez, avec la reuse, on sait faire plein de choses, et en Occitanie, plus que jamais, on est prêt à faire plein de choses. Alors la question qui doit vous brûler les lèvres, ce qu'on fait, je redonne brièvement la parole à Étienne Combe qui va vous expliquer comment faire. Merci Luc. Donc depuis 30 ans, la réutilisation des eaux usées traitées, le recyclage de l'eau émerge. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la station internationale spatiale, il y a du recyclage de l'eau. Donc revenons sur Terre et essayons de massifier ces démarches de recyclage des eaux non conventionnelles et par là même des eaux
usées traitées issues des stations. Donc voilà, pour terminer, la dernière phase du travail qui a été menée en région Occitanie, ça a été de définir les contours d'une méthode et donc d'apporter aux acteurs clés du sujet, collectivités, industriels, monde agricole et j'en passe, des clés pour comprendre le sujet. Donc d'abord des éléments de contexte, les enjeux, la réglementation, l'état de la réutilisation de l'eau usée en France, un petit comparatif avec l'étranger. Donner donc les principales clés pour comprendre et bien identifier les possibles. Proposer aussi les étapes de construction du projet, hein, de l'émergence de l'idée jusqu'à la réalisation opérationnelle, avec toutes les étapes de suivi, notamment au niveau des analyses physico-chimiques et microbiologiques qui s'imposent. Et tout le contrôle sanitaire qui a notamment porté par les services de l'État. Présenter aussi des cas concrets, hein, des retours d'expérience. Donc il y a une demi-douzaine de retours d'expérience qui sont présentés ici et qui servent aussi de cadre pour une future réplicabilité de ces projets quand c'est possible. Et puis au final, répondre aux questions les plus fréquemment posées sur la question, les boues et les eaux usées traitées, la place du Covid dans ces questions-là, la pollution potentielle, les risques sanitaires. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments dans le guide méthodologique qui va être diffusé très prochainement. Et j'en conclurai avec ces éléments-là. Merci beaucoup, Monsieur Combe, chargé de projet à la région Occitanie. Et donc pour cette présentation à deux voix avec M. Burtin, directeur du pôle eau de Gaxieux, je rappelle pour celles et ceux qui nous auraient rejoints depuis le début de cette première intervention, qui est suivie sans transition par un focus sur la réutilisation des eaux en tant que solution d'adaptation au changement climatique toujours, avec les ingrédients d'un bon projet. Pour nous en parler, c'est Madame Ariette Surzac-Pollet, donc qui est chargée d'études, innovation et réutilisation micropolluants à l'Agence de l'eau à Dourgaronne, et vers qui nous pourrons nous retourner, ou vous pourrez vous retourner pour plus ample information lors de la séquence de questions qui suivra. Oui, merci. Donc, oui, de rappeler, mais ça a déjà été dit par Étienne, que la réutilisation des eaux non conventionnelles est une des solutions possibles d'adaptation au changement climatique. Évidemment, il y en a beaucoup. Elles vous ont été présentées en partie déjà lors d'autres conférences. Pour l'Agence de l'eau à Dourgaronne, c'est un gros enjeu puisque sur notre bassin, aujourd'hui, en période d'étiage, on a un déficit estimé à 250 millions de mètres cubes. Et on a aussi une pression démographique assez forte avec 1,5 million d'habitants supplémentaires prévus en 2050. Donc, pareil, de la même façon que la région Occitanie, l'Agence de l'eau à Dourgaronne s'y intéresse déjà depuis ces dernières années et voulait lancer une action un petit peu forte sur cette question. Par rapport à la réutilisation des eaux usées traitées, je voulais vous proposer un petit peu d'apprécier comment monter un projet, quelles étaient les opportunités et les freins éventuels au montage de ces projets. On sait que ce sont des projets qui sont quand même relativement complexes. C'est aussi pour ça que ça n'a pas été développé très largement ces dernières années et qu'on est toujours à 0,3%. On avait aussi des enjeux hauts qui étaient peut-être moins prégnants, mais qui vont le devenir de plus en plus. De rappeler du coup qu'en termes de bénéfices, on a beaucoup parlé là jusqu'à présent de l'intérêt de la réutilisation pour lutter contre les déficits hydriques. Donc ça, c'est évidemment un levier très important. Ça va pouvoir permettre aussi de sécuriser l'approvisionnement en eau pour les activités économiques. Ça va permettre d'anticiper les effets du changement climatique, j'en parlais, et les effets des consommations accrues du fait de l'augmentation de la population. Et du coup, de pouvoir économiser des ressources à haute valeur ajoutée. Voilà, comme on le disait, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser de l'eau potable à tout va. Même aujourd'hui, on sait qu'on tire à la chasse d'eau des toilettes, très emblématique, hein, donc j'espère que ça bougera sur ces questions, mais on tire la chasse d'eau des toilettes avec de l'eau potable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus raisonnable dans le contexte qui est le nôtre. Il faut vraiment qu'on passe à l'action.
Donc je parle de l'eau potable, mais il y a aussi des eaux souterraines qui sont très rares et qu'il faut maintenant préserver. Et donc cette ressource en eau usée traitée, elle est vraiment intéressante à explorer. Et on les voit peut-être aussi un peu moins souvent. Les stations d'épuration domestique ont toujours des impacts aujourd'hui sur les milieux. On a encore des stations aujourd'hui qui émettent des pollutions diffuses en azote et en phosphore. Donc c'est pas négligeable. En plus, on sait que azote et phosphore représentent des polluants dans les cours d'eau, alors qu'en agriculture, ce sont des nutriments qui sont très prisés. Le phosphore est on va bientôt atteindre un pic de production du phosphore, donc il y a probablement quelque chose d'intelligent à faire pour transformer ces polluants en ressources. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu la complexité des projets, je vous ai listé un petit peu les freins et les opportunités. Ce qui nous semble important aussi, c'est que la réutilisation des eaux non conventionnelles, c'est quelque part une solution qui vient, j'ai envie de dire, dans un second temps, c'est-à-dire que les collectivités doivent d'abord faire les économies d'eau. C'est un petit peu un processus vertueux, c'est-à-dire que d'abord, on fait des économies d'eau, on améliore les réseaux, et ensuite, on se lance dans de la réutilisation des eaux. Si vous avez des réseaux d'eau potable qui sont fuyards de partout, déjà commencez par réparer vos réseaux, et ensuite, regardez ce que vous pouvez faire en termes de réutilisation des eaux usées sortant des stations. La réglementation est un frein, on le sait. Elle est là aussi pour maîtriser les enjeux sanitaires, donc elle a lieu d'être et elle est là aussi pour encadrer un certain nombre de pratiques. Mais elle est en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, usage agricole et arrosage des espaces verts commencent à être bien éprouvés. On a un décret qui est paru très récemment, le 10 mars 2022, qui va bientôt être suivi d'un arrêté dans le mois qui vient, qui va nous permettre d'aller explorer d'autres usages de ces eaux. Et notamment, ceux qui sont visés en priorité, c'est les usages urbains, lavage de voirie, l'hydrocurage qu'on évoquait, la lutte contre les incendies. Mais il reste encore des secteurs qui restent non réglementés, et donc il y a encore beaucoup d'expérimentations à mener, il y a encore beaucoup de lignes à faire bouger. Voilà. Les projets sont complexes aussi parce qu'ils vont venir toucher plusieurs types d'acteurs et plusieurs compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la réutilisation des eaux, vous avez un producteur d'eau et vous avez un utilisateur d'eau, qui sont souvent dans des secteurs d'activité différents. Donc vous allez finalement avoir un exploitant de station d'épuration qui va devoir aller parler à ses voisins, à l'agriculteur, à l'industriel, voilà, et on va devoir mettre autour de la table différentes compétences. Et c'est ça aussi, en termes de gouvernance et en termes d'organisation, qui est un vrai enjeu dans ces projets. Les aspects économiques, évidemment, puisque si vous remplacez une eau potable par une eau usée traitée, vous allez vous poser la question de la rentabilité, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un prix de l'eau usée traitée, il va falloir qu'il soit compétitif par rapport à l'eau que vous utilisiez avant. Sauf si vous avez des enjeux, en tout cas il va falloir vous poser des questions. Et pareil, en termes ce qui va faire du coût, ça va être les infrastructures, c'est-à-dire que si vous allez réutiliser l'eau très loin de la station d'épuration, vous allez avoir des coûts importants en termes de réseau, etc. Donc il va falloir regarder ça de près de façon à assurer une certaine rentabilité de ces projets. Parce que si ça ne tient pas d'un point de vue économique, même s'il y a un intérêt environnemental, le projet ne verra pas le jour. Sans parler, pour rester cohérent, du coût de l'énergie, par exemple, qui peut intervenir. Oui, alors économie et énergie, pour moi, c'est complètement lié, puisque en général, plus on consomme de l'énergie et plus ça coûte aussi. Oui. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire bouger la réglementation, parce qu'on se rend compte dans plusieurs cas, en tout cas en retour d'expérience, que lorsqu'on peut faire du multi-usage, c'est-à-dire d'avoir peut-être un usage agricole, un usage industriel, un usage, on peut gagner en rentabilité. Juste à ce propos, je me permets une petite question en aparté. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises lors de ces conférences cyclo, dans d'autres éditions, la réutilisation des eaux usées, avec justement ce problème du cadre réglementaire qui évolue un peu lentement pour certains, malgré le fait que nous avons des retours d'expérience considérables de la part d'autres pays qui réutilisent de l'eau depuis très très longtemps, pour ne pas les citer, l'Espagne ou Israël par exemple, et qui ont des retours d'expérience suffisamment... comment dirais-je, parlant maintenant pour en tirer
des solutions, des conclusions partageables. Alors qu'est-ce qui fait ce frein selon vous, hein? Je ne vous demande pas une indiscrétion, mais on a quand même l'impression que les choses bougent. Est-ce que vous confirmez qu'elles avancent? Mais d'où vient ce rythme qui paraît toujours trop lent? Moi, je pense que c'est c'est un peu une combinaison aussi de l'histoire, hein, de chacun des pays. En France, on a une histoire liée à Pasteur, à le développement de tous la désinfection. On a cette culture. Un réflexe sanitaire. On a un réflexe sanitaire. Y compris des autorités de l'administration concernées. Tout à fait. Et ensuite, il y a aussi le contexte hydrique. Hein. En Israël, on n'est pas sur le même contexte qu'en France. Jusqu'à présent, on se posait moins de questions, en tout cas par rapport à la ressource en eau qu'aujourd'hui. Enfin, on a de vrais laboratoires avec leur expérience aujourd'hui. Mais je pense que l'histoire sanitaire en France fait que... C'est l'argument principal l'explication principale selon vous à ce rythme un peu lent. Peut-être Jean-Michel là-dessus aura aussi des éléments parce qu'il connaît très bien la réglementation. Je vous laisse terminer. Je ne voudrais pas perturber le rythme de vos présentations, mais ça nous permet d'anticiper sur un certain nombre de questions. Alors pardonnez-moi, je ne voudrais surtout pas consommer votre crédit temps dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je parlais de rentabilité, du fait finalement... De bien penser à ce que ce sont des solutions qui sont finalement très locales. C'est-à-dire on a une station, on a une ressource d'eau et on a des usages. Il faut bien raisonner au niveau local. Ce n'est pas forcément une solution universelle qu'on peut transposer d'un site vers un autre. Et du coup, tous ces aspects-là vont être étudiés au cas par cas sur chaque site. En termes d'opportunités de réutilisation, il y a finalement un petit peu, si on parle des stations d'épuration, deux catégories de stations. C'est-à-dire qu'on a celles qui sont en milieu littoral et on voit effectivement que c'est là, historiquement, où les projets se sont développés en premier, sur la façade atlantique, en Charente, et aussi, du coup, on le voyait dans la présentation d'Étienne-Combe sur la façade méditerranéenne, parce que lorsqu'une station rejette de l'eau en mer, finalement, c'est de l'eau qui est perdue. Et donc on a tout bénéfice à la récupérer, à la réutiliser. Par contre, quand on est sur une station d'épuration qui se rejette dans un cours d'eau, on est dans une autre situation, c'est que finalement cette eau, elle vient alimenter une rivière, un milieu, etc. Et finalement, elle peut déjà avoir un usage. Notamment le soutien d'étiage estival, par exemple. Oui. Voilà, donc elle a déjà son intérêt, cette eau, d'une certaine manière, exactement. sur le plan quantitatif. Donc quand on fait une étude par rapport à un projet, c'est tout l'enjeu de regarder aussi l'impact qualité du rejet, mais aussi l'impact quantité de ce rejet par rapport au début de la rivière. Il n'est pas question non plus de complètement d'enlever la moitié du débit de la rivière s'il y a un enjeu par rapport sur le maintien de ce débit. Par ailleurs, si on parle de bilan eau au niveau local, il faut bien regarder certains aspects. Par exemple, si vous rejetez de l'eau d'une station dans un milieu et que l'agriculteur prélève en aval dans ce même milieu, quelque part le bilan peut être un petit peu faible. Sauf à vouloir avoir un effet un petit peu temporel, de décalage temporel de prélèvement sur la ressource grâce à la réutilisation des eaux. Il faut aussi regarder, mais vous parliez d'énergie tout à l'heure, l'analyse de cycle de vie du projet, c'est-à-dire regarder tous les impacts sur l'eau, le bilan énergie, s'il y a beaucoup d'infrastructures, etc. Donc ça nous semble important que les projets qui se développent proposent ces analyses de cycle de vie. Et enfin, me semblait important de dire aussi que ce n'est pas une ressource infinie. Finalement, aujourd'hui, on a des eaux conventionnelles dont on voit bien un petit peu les limites. Et on a aussi dans les eaux usées traitées une certaine finitude, puisque on ne pourra pas non plus... ça reste un volume déterminé. Et donc, ça nécessite, tout comme les eaux non conventionnelles, d'avoir une réflexion sur sa gestion dans une approche un petit peu intégrée. Et donc ça nécessite, à notre avis, d'être proposé dans le cadre d'une réflexion de territoire. Par exemple, donc on évoquait les PTGE, les PGRE, de façon à ce que, au même titre que les eaux non conventionnelles, la gestion de cette eau soit réfléchie entre tous les acteurs de la gestion de l'eau d'un territoire. J'ai été un peu longue, je ne sais plus du tout, j'en suis dans le temps, mais c'est pas grave, j'avance.
Du coup, nous avons lancé en 2021 avec les deux régions, donc région Occitanie, région Nouvelle-Aquitaine, un appel à projet qui s'appelle ECO, qui s'appelle Économie circulaire de l'eau, qui est lancé depuis le 30 juillet 2021 et qui va se terminer très prochainement, là, le 30 mars 2022. Donc c'est dans le cadre de l'entente pour l'eau. Et c'est un appel à projet, donc, comme ça a été dit précédemment, qui a connu un gros succès, puisque à la phase de note d'intention, nous avons eu plus de 70 notes d'intention. Donc ça montre, ce qui est satisfaisant par rapport à cet appel à projet, ça montre une dynamique assez forte, en tout cas une volonté d'y aller, malgré les freins, malgré la complexité. On sent des élus, on sent des acteurs qui ont envie d'expérimenter, qui ont envie de tester. Sur le terrain, on a plusieurs réunions et on voit que malgré les contraintes, les gens persistent, les gens ont envie de se lancer là-dedans, trouvent que c'est une démarche vertueuse. Et donc ça, c'est très, très positif. On essaiera de les accompagner au mieux par rapport à tout ça. Donc l'appel à projet, il est doté de 8 millions d'euros d'aide, 4 millions de l'Agence de l'eau et 4 millions des deux régions. Je vous ai fait juste du coup un petit panorama des projets qui ont été soumis en note d'intention. Hein. Donc ce n'est pas des projets qui sont encore financés, ça reste du stade de note d'intention, mais ça c'est ceux qui ont passé finalement la première étape. On voit qu'on a... Ce sont les projets éligibles à la prochaine étape, quoi. Exactement. Donc on voit qu'on a une majorité de projets qui concernent des eaux usées qui sortent de stations d'épuration domestique. Mais on a aussi des eaux usées industrielles. On a quelques projets eaux pluviales. Et dans les projets un peu plus innovants, j'ai envie de dire, on nous propose aussi de la réutilisation d'eau grise dans le bâtiment, du recyclage d'eau de piscine et là c'est un peu du recyclage d'eau de dialyse, de stérilisation dans le milieu hospitalier. Et on a aussi plusieurs projets qui touchent à du multisource, donc ce qu'on appelle des études un petit peu multi-usages. Voilà, donc finalement on a des candidatures très satisfaisantes puisqu'on a un petit peu tous les domaines. On a de l'innovation, on a du multi-usage, vraiment c'est très intéressant. Alors pour notre gouverne, vous parliez de financement d'une enveloppe de 8 millions d'euros qui peut se répartir de quelle manière? C'est un pourcentage du coût du projet? Il y a des seuils ou des plafonds? Il y a des plafonds, donc pour l'instant... on se répartit région Occitanie ou région Nouvelle-Aquitaine et agence de l'eau Adour-Garonne. Ça va jusqu'à 80% d'aide en subvention. Ah oui, quand même, oui. Ça, c'est pour les activités qui ne sont pas économiques. Et pour les activités économiques, on se limite à l'encadrement des aides pour les aides publiques. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous en avez terminé ou vous avez encore une petite... Je pense que j'en ai à peu près terminé. Bon, écoutez, en tout cas, vous pouvez réintervenir quand vous le souhaitez. Merci beaucoup pour ce panorama complet de la situation sur le territoire. 120 projets, vous nous avez présenté, Monsieur Combe. Ce n'est qu'un début, si je comprends bien, puisque ça a l'air d'être un sujet qui attire l'attention et qui rencontre un certain succès, comme vient de le confirmer Madame Sourzac-Pollet. Monsieur Burtin, juste une question pour revenir sur la question que je posais il y a un instant du cadre réglementaire. Je ne sais pas quelle est votre analyse de la situation, comment sentez-vous les tendances? On parle de réglementation ici au niveau français, on disait qu'il y avait la culture pasteurienne, si je puis dire, qui pouvait être un obstacle. Mais quand on compare aux réglementations européennes, on a l'impression que par ailleurs, quelquefois, c'est un peu plus tolérant que chez nous. Alors où en est-on? Moi, j'ai une vision. Dans tout ce qui est reuse, il faut intégrer une notion de temporalité. Et donc, moi, j'ai un petit recul sur le sujet. J'ai commencé ma carrière il y a 25 ans sur le sujet où la réglementation devait sortir et elle a mis 15 ans ou 16 ans à sortir. Vous avez bien fait d'attendre. Tout à fait. Donc, je suis très satisfait. Donc, depuis, on est saupoudre depuis 2010, des petits éléments, des petites briques additionnelles de réglementation. Alors, effectivement, ça va lentement. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Ariette Sourzac. C'est tout à fait vrai.
Mais je regarde le côté positif, l'avantage c'est que ça avance. Voilà. Et juste pour compléter l'analyse peut-être de pourquoi nous on est peut-être moins avancé qu'effectivement en Israël, c'est que c'est quand même au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Et nous, jusqu'à présent, on ne voyait pas les effets de la sécheresse. Depuis quelques années, je pense que tout le monde les mesure. Les agriculteurs, les viticulteurs qui, il y a 20 ans, voulaient surtout pas être irrigués, aujourd'hui se battent pour être irrigués. Les arrêtés sécheresse qui se multiplient. L'an dernier, au mois de septembre, sur la région Occitanie, il y avait 12 départements sur 13 qui faisaient l'objet de mesures de restriction. Donc il y a une prise de conscience très large des acteurs, y compris les citoyens, je pense, puisqu'on le voit lorsqu'on a des communes dans le Gard, à Montpezat ou à Durban-Corbière dans l'Aude. Cet été, en 2021, on est au 21e siècle, il n'y avait pas d'eau, il y avait des coupures d'eau parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Donc ça, c'est des éléments très très forts qui font que la prise de conscience, elle est en train d'émerger. Et du coup, la réglementation suit. Et c'est vrai que là encore, il y a une dizaine de jours, le 10 mars, il y a un décret qui est paru et qui va libérer encore un petit peu les énergies. Donc moi j'ai une vision plutôt positive, on va dire. Très bien. Et puis une autre question technique, si vous le permettez, puisque Madame Surzac tout à l'heure a évoqué le paradoxe des chasses d'eau, pour ne pas dire le scandale de l'utilisation d'eau potable pour les chasses d'eau. C'est un grand sujet aussi, j'imagine que ça représente des mètres cubes et des mètres cubes. Mais dans certains secteurs, comme je pense à d'autres applications, d'autres usages de l'eau, comme par exemple les stations de lavage ou dans l'hôtellerie-restauration, etc., on a déjà des solutions maintenant techniques et même peut-être des obligations réglementaires, je ne suis pas expert du sujet, qui obligent à recycler l'eau plusieurs fois, etc. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans ceux que vous avez cités tout à l'heure dans lesquels on peut imaginer cette mise en œuvre plus rapide peut-être de solutions techniques qui sont à portée de main? Oui, tout à fait. Les industriels ont des mesures d'obligation de réduction d'eau avec des exigences de résultats à court terme. D'ailleurs, le projet dont je parlais de CET, il répond aussi à cette problématique-là, sachant que ça fait le lien avec le cadre réglementaire qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que les industriels, eux, pour gagner de l'argent, ils ont besoin de produire tout le temps. Et lorsqu'il y a des restrictions d'eau, ils font partie de ceux à qui on peut couper le robinet. Le préfet peut dire vous arrêtez de produire. Donc ils sont obligés, ça les incite fortement à trouver des solutions. Et ça participe de ce que je disais, de l'émergence de cette prise de conscience générale, y compris chez les industriels. Alors là, ils sont plus au pied du mur, là, ils ont le nez sur le mur. Ils sont au pied du mur avec le pistolet sur la tempe. Pistolet sur la tempe, voilà. Merci pour ces illustrations que nous allons continuer avec des illustrations concrètes à travers deux présentations qui vont suivre, deux présentations de deux projets, à savoir pour commencer le projet What Save Reuse qui va nous être présenté dans un instant par monsieur Jean-Michel Clerc, chargé de mission expert aux géosciences et risques de l'Agence de développement économique d'Occitanie. Juste avant, si vous permettez, je propose une petite introduction par Simon Olivier, que nous avons déjà vu à plusieurs reprises dans ces conférences. Simon Olivier du pôle Aquavallée qui va nous en dire quelques mots, un titre introductif. Oui, merci. Oui, juste une minute pour vous parler du projet What Save Reuse. Donc, c'est un projet international et interrégional financé par le programme LIFE. Voilà, on voit à l'écran. Qui a pour objectif de sensibiliser le secteur touristique donc aux économies et à la réutilisation des eaux. Donc, Monsieur Cato nous a fait la transition toute faite tout à l'heure en commençant à parler de l'hôtellerie, notamment. Et je vais me permettre de citer les partenaires dont on voit les logos sur cette diapo. Alors, il y a l'Eurorégion, donc il y a 9 partenaires pour ce projet qui s'étend sur une durée de 3 ans, donc entre 2020 et 2023, pour un montant total d'1 500 000 € environ, et financé à 55%, avec donc l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, l'Agence des Baléares pour la qualité de l'eau et de l'environnement, l'Agence touristique des îles Baléares, l'Agence catalane de l'eau, l'Agence ADOC, dont Jean-Michel Clerc vous fera la présentation plus détaillée du projet, le pôle Aquavallée, pour lequel je travaille, le cluster catalan, donc Catalan Water Partnership, cluster de l'eau en Espagne, et le cluster CLIC, qui est le cluster de l'industrie chimique des îles Baléares, et Eurecat, le centre technologique de Catalogne. Voilà. Merci pour Voilà, le casting est complet. Voilà, nous connaissons maintenant tous les partenaires, dont l'un d'entre eux, l'agence régionale de développement économique d'Occitanie, ADOC, représentée par monsieur Clerc, qui va nous faire cette présentation de ce projet. Alors, comme l'a dit Étienne tout à l'heure, ce projet n'émerge pas de nulle part. Il vient devant un constat qui est très sévère, qui affecte l'Occitanie, mais également Baléares, Catalogne. Et aujourd'hui, on le voit bien, toute la Méditerranée, puisqu'on est dans la plus grave sécheresse des 30 dernières années, qui touche Espagne, Portugal, les pays du Maghreb, très sévère. Et aujourd'hui, on a des infrastructures touristiques en fait, qui sont à l'arrêt.
Donc je ne reviendrai pas sur les chiffres qu'a donné Étienne. C'est vrai qu'on est confronté aussi dans la région à un afflux de population permanente, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent bénéficier effectivement du territoire, travailler sur des emplois innovants comme on a Airbus ici. Pour ne parler que de Toulouse, je me suis laissé dire que ça pouvait être jusqu'à 1000 nouveaux habitants par mois à certaines périodes. C'est quelque chose, c'est considérable. Oui, à l'échelle de l'Occitanie, c'est 40 000 habitants en plus par an. Donc c'est un gain, puisqu'on a effectivement des savoir-faire nouveaux qui arrivent, et il paraît logique que les gens consomment quand même un peu d'eau pour des aspects sanitaires. C'est aussi une région qui est très attractive d'un point de vue touristique, et quand on regarde les projections, ça va amener en fait des nuitées de tourisme en plus. Alors, il y a une hypothèse à 4 millions de nuitées en plus, donc c'est aussi des usagers de l'eau qui vont consommer de l'eau en période de pointe, surtout en juillet-août. Alors, quand on voit ces phénomènes de consommation, pour donner un exemple sur des campings, la consommation, elle peut osciller en gros de 75, 80, 100 litres par touriste et par jour quand on est sur un camping très nature, sans infrastructure touristique style parc aquatique. Et ça peut grimper jusqu'à 550, 600, 650 litres par touriste et par jour quand on a un parc ou des parcs aquatiques, des spas, de la balnéothérapie. Donc on voit qu'on a une consommation d'eau par touriste qui est très grande. Là-dessus, par rapport à des ressources qui sont limitées, comme l'a indiqué Ariette tout à l'heure, on n'a pas beaucoup en fait de marge de manœuvre. On ne va pas faire tomber plus de pluie. Bon, alors s'il y a des sourciers dans la salle, on les prend avec nous tout de suite d'ailleurs. Des chamans. Oui, c'est une bonne affaire, on prend. On a en fait deux moyens d'action. C'est d'abord agir sur la demande, c'est-à-dire sensibiliser les publics, mettre en place des dispositifs hydroéconomes. Et de notre côté, il faut, comme l'a dit tout à l'heure Luc Burtin, il faut arriver à mobiliser des ressources qu'on dit non conventionnelles. Alors ça peut être effectivement des eaux pluviales, ça peut être des eaux usées urbaines traitées. Et ça correspond bien donc aux objectifs de WhatsApp Reuse. Alors si on regarde bien le sujet qui concerne 3 régions, aujourd'hui on a 4 publics cibles. Les touristes en premier lieu, parce que ce sont les premiers à utiliser l'eau. On a également les municipalités, parce que je dirais qu'il faut qu'elles montrent l'exemple au travers de la réduction des fuites, comme ça a été dit tout à l'heure. On a également les établissements touristiques, là ce sont les hôtels, les campings et les golfs qui accueillent du public. Les grands sites, pour citer le Pont du Gard, c'est quand même 1 million de touristes qui visitent le site. Et ce million de touristes, en fait, il utilise surtout des WC. Parce que quand vous venez en bus, la première des choses que vous faites, après boire, c'est d'aller au WC, ce qui paraît logique. Et vous avez effectivement tout ce qui va être les autorités locales, parce qu'effectivement, il faut avoir aujourd'hui une meilleure cohérence entre la législation et tous les acteurs de terrain, ARS, région, collectivités, départements. Alors, comment on peut agir ? On a des publics cibles, on va agir essentiellement sous forme de petits films, et je pense que ce qui a été présenté tout à l'heure par Ariette là est très pertinent. Des petites animations, ça a un impact. Il y a une campagne qui va démarrer bientôt avec l'appui de la région Occitanie, qui va cibler effectivement le public touristique et aussi les établissements touristiques. Là-dessus, il y a aussi des mesures beaucoup plus concrètes, et certaines vont se faire dans le cadre de l'appel à projet ECO, où les établissements de tourisme vont mettre en œuvre à la fois des dispositifs de recyclage ou d'économie d'eau. Là, c'est pour vous montrer les 4 sphères d'application. Alors, quand on regarde bien, quand on audite les touristes, quand on fait des enquêtes, si on regarde en fait sur la partie gauche les enquêtes réalisées auprès des touristes du littoral, on voit que le touriste en fait qui est régional, national, européen, voire international, aujourd'hui il a quand même une bonne perception des usages de l'eau. Il est conscient en fait, et ça c'est un point positif, il est conscient que l'activité touristique en fait consomme de l'eau. Et quand on lui pose la question de comment vous percevriez cette notion de réutilisation de l'eau en substitution de l'eau potable, on voit qu'on a une bonne perception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un refus. Au contraire, il y a effectivement la même réflexion qui a été faite tout à l'heure. Pourquoi utiliser de l'eau potable pour des WC ? On pourrait effectivement prendre une eau grise recyclée. Donc on est dans un contexte favorable aujourd'hui, avec des publics qui sont bien sensibilisés et donc qui sont preneurs de solutions. Alors, pour résumer, dans What Save Reuse,
On va visiter surtout 7 résultats principaux. C'est cette notion de nouvelle politique de communication, parce qu'aujourd'hui, si on ne communique pas, si on ne montre pas les bons retours d'expérience et les bons usages, on n'arrivera pas à des résultats. Donc il faut sensibiliser à la fois les touristes, les collectivités et puis des autorités locales. On a un objectif qui est d'atteindre 9% de réutilisation de l'eau dans le secteur du tourisme. Alors c'est à la fois ambitieux et facilement atteignable. Je vais donner un exemple. Si on réduit les temps de douche de 8 minutes à 4 minutes par touriste, on peut économiser quasiment 2 millions de mètres cubes sur la période mai-septembre. Donc vous voyez comme quoi quelques minutes sous la douche, finalement à l'arrivée, ça fait beaucoup de mètres cubes économisés, quoi. Dans les hôtels, cette notion également de 20% de réduction d'eau, ça c'est relativement facilement atteignable au travers des dispositifs hydroéconomes en jouant sur les pressions et les débits délivrés par les pommeaux de douche. Sans parler des fuites. Alors les fuites, je pense effectivement aujourd'hui, c'est l'apanage des riches. On ne peut pas se permettre de... L'eau a une valeur patrimoniale. Hein, en Occitanie, vous avez des ressources patrimoniales captées pour l'eau potable qui ont plus de 5000 ans. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de jeter une eau par la fenêtre qui a avec 5000 ans, quand même, qui est d'une qualité extraordinaire? Non. Donc les fuites, c'est pareil. Autant essayer, je dirais, d'éviter les fuites. La partie augmentée de 9% de la réutilisation de l'eau sur les golfs, là on est quasiment, hein, puisqu'il y a l'exemple effectivement du golfe d'Agde avec 200 000 mètres cubes d'eau économisée. On a bientôt celui du golfe de la Grande Motte, là aussi, qui fera une économie significative. Dans les administrations publiques et l'ensemble des bâtiments publics, c'est aussi avoir 12% d'économie d'eau. Là, effectivement, il y a des réductions de fuite. Ça passe par le comptage, ça passe aussi par des chasses qui sont hydroéconomes et des robinets qui sont à détecteur de présence ou avec des débits plus limités. La partie coopération entre les administrations publiques, hein, dans la partie instruction des dossiers réglementaires qui sont quand même costauds, je dirais c'est un point significatif. Et le dernier, bien effectivement, ce qu'on recherche, c'est réduire l'impact environnemental du tourisme sur la côte méditerranéenne. Donc, réduction de l'impact environnemental, il y a aussi donc économie d'eau, économie d'énergie, meilleure gestion des déchets, meilleure mobilité. Merci Monsieur Clerc. Juste pour information, pour compléter votre présentation, les chiffres qui sont affichés, les objectifs attendus, ont été concertés ou ils ont été mesurés par des experts? Comment ça s'est passé? Alors, ils ont été concertés entre les 3 régions, hein, oui. Entre Occitanie, Baléares, Catalogne, au montage du projet. Ça avait été aussi discuté avec l'Union européenne, puisque c'est un des très rares projets financés en Europe, justement, sur cette partie plus communication et tourisme. Et il y a un objectif de duplication des résultats obtenus sur tout l'arc méditerranéen. Donc c'est un projet ambitieux sur lequel les objectifs ont quand même été réfléchis pour les atteindre. Et logiquement aujourd'hui... là vous avez mis le curseur pour que ça soit atteignable, effectivement. Voilà, et aujourd'hui je croise les doigts, hein, on doit être bien parti. Bon, super. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Deuxième projet que va nous détailler Madame Poitrenaud, qui est responsable d'innovation et développement CD Environnement, la présentation de résultats du projet Smart Ferti Reuse, que je vous laisse nous présenter également, avant de nous tourner, comme vous le savez, vers le public présent et les participantes et participants, pour vous poser d'éventuelles questions avant la fin de cette conférence. Merci, bonjour à tous. Le projet Smart Ferti Reuse, je vais passer déjà quelques secondes pour expliquer le titre. Il est évident, mais chaque mot a son importance. Donc c'est un projet de recherche et de démonstration sur la réutilisation des eaux usées, avec l'objectif d'avoir du smart, c'est-à-dire du monitoring et du pilotage, vous allez le voir, et de coupler la réutilisation des eaux usées traitées, donc pour la partie eau bien sûr, à la fertilisation qui a été évoquée tout à l'heure sur un projet agricole, donc voir comment les nutriments qui restent dans l'eau après traitement peuvent être valorisés en agriculture. Alors, il y a beaucoup de logos sur cette page, ils sont tous importants. C'est un projet qui est soutenu dans le cadre du FUI par BPI France, qui a été labellisé par les 2 pôles Aquavalais et Agri-Sud-Ouest Innovation, qui est soutenu également par les régions Occitanie et Sud, et qui comprend un nombre important de partenaires, à la fois des partenaires, donc le projet il est porté par les équipes de CED et Veolia, avec des partenaires à la fois de la recherche académique, donc AgroParisTech, INRAE, et des
partenaires issus des PME et start-up, Polymem qui est dans la salle, merci, BioUV, Ecofilae, qui proposent leurs solutions sur le projet, vous les verrez. Et puis également tout un écosystème local avec les agglomérations, donc Tarbes-Lourdes-Pyrénées, puisqu'on est sur une station qui leur appartient. Et puis le monde agricole, avec la collaboration avec la FNSEA et la FDSEA en local, pour associer les agriculteurs autour du projet. Donc voilà pour cette introduction un petit peu longue, mais chaque partie est importante. Donc le projet Smart Ferti Reuse, je vous ai mis les 3 briques. Donc travailler sur une station d'épuration, étudier les différentes façons d'avoir le traitement tertiaire sur la station, coupler ça à un pilotage de l'irrigation mais aussi de la fertilisation dans un outil au final qui permet à l'agriculteur de visualiser les économies d'eau et d'engrais qu'il peut mettre en place en utilisant la réutilisation des eaux sur ces stations d'épuration et aussi comment on peut piloter tout ça sur un schéma global multi-agriculteur. Je dis que c'est un projet de recherche et de démonstration puisque l'objectif c'est de mettre en œuvre donc sur une station d'épuration, on est sur la station d'épuration d'Oreillan à côté de Tarbes, un projet sur quelques hectares en partenariat avec le monde agricole. Donc on est vraiment sur la réalisation à toute petite échelle, mais de la réalisation et expérimentale, puisque en fait les nombreux partenaires académiques qui nous accompagnent dans ce projet ont pour objectif d'optimiser des modèles de suivi et de pilotage de l'eau dans l'ensemble de ces compartiments et d'optimiser du coup la connaissance que l'on a de tout ce qui se passe dans les compartiments quand on utilise de l'eau usée traitée pour faire de l'irrigation. Donc il y a un certain nombre de suivis qui sont réalisés dans l'ensemble des compartiments eau, que ce soit eau sortie station d'épuration, mais aussi les eaux conventionnelles utilisées par le monde agricole et puis les eaux dans des puits, pardon. Donc eau, le sol bien sûr, le sol qui est analysé pendant tout le suivi avec des parcelles témoins et des parcelles qui sont irriguées. Et puis l'originalité de ce projet, c'est de faire des mesures dans l'air. Donc il y a des mesures de bioaérosol dans l'air qui ont été réalisées lors des campagnes d'irrigation, puisqu'on est en irrigation par aspersion sur les cultures qui sont autour de la station d'épuration, qui sont du maïs. Donc on est dans des pratiques agricoles classiques des agriculteurs locaux, mais avec de l'eau usée traitée. J'ai dit, on est sur un projet de recherche et de démonstration, donc on n'a pas utilisé toute l'eau de la station, bien loin de là. On est sur 2 outils pilotes. Un pilote donc proposé par Polymem, pilote membranaire. Si vous avez des questions sur la technologie Polymem, n'hésitez pas à aller sur leur stand pour avoir plus de détails. Et puis un pilote plus simple avec un filtre à tamis auto-nettoyant, complété par des réacteurs UV dans les 2 cas, des petits pilotes de 50 mètres cubeurs pour l'objectif de l'expérimentation. L'idée était de caractériser 2 fils de traitement, alors dites qualité A et qualité B, en référence à la réglementation française pour ces différents usages, sachant qu'ici on est sur une expérimentation sur des grandes cultures maïs, donc on était on visait la qualité B pour les usages, mais on a testé les 2 qualités. Donc voilà une présentation de ces 2 pilotes, donc ils sont sur les containers que vous voyez là, puis vous avez des visuels focus sur les différents outils. Si vous avez des questions, on pourra y répondre plus tard. Principale conclusion, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez des informations très détaillées sur ce projet, il y a un site internet smartfertireuse.fr, c'est très facile à trouver, dans lequel qu'on alimente d'une présentation du projet bien sûr, mais aussi de tous les résultats qui sont obtenus, analytiques, qui sont obtenus au cours du projet. Donc ce qu'on a obtenu sur ce projet, sur plusieurs années de suivi sur les pilotes et une année complète expérimentale au champ, je dirais, d'irrigation, c'est d'excellents résultats sur l'ensemble des paramètres réglementaires bien sûr, mais dans le cadre de ce projet qui était, je disais, de recherche et de démonstration, on a très largement élargi la gamme des paramètres suivis. Il y a plus de 300 molécules qui ont été suivies. 200 paramètres type pesticides, insecticides qui ont été également suivis. Les résultats sont très positifs sur l'ensemble des paramètres. Quand on a eu des valeurs de référence, on les a comparées. Donc toutes les valeurs de référence sur les métaux, par exemple, les seuls qu'on détecte, qui sont inférieurs au seuil qualité eau potable. Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et je vous ai mis quelques résultats là sur la partie microbiologie, parce que c'est vrai qu'on est très sensible en France à ces sujets-là. Vous l'avez souligné. Et donc on a eu des demandes de l'ANSES, notamment de compléter les suivis réglementaires classiques avec tout un tas de paramètres.
Donc, je vous donne l'exemple des salmonelles là, qui est réglementaire, mais sur lequel ça n'a jamais été mesuré. Les œdelmintes également. Et on avait rajouté aussi les légionelles qui n'ont jamais été détectées vivantes en sortie de pilote. Donc, l'ensemble de ces risques ont été mesurés et doivent aussi être intégrés dans un modèle de risque mis en place par l'INRAE. Ce qui est un peu compliqué Le modèle existe, mais étant donné qu'on a 0 démarrage, effectivement, la modélisation, elle est finalement assez simple à réaliser. En complément et pour finir, je voulais vous parler de l'outil de pilotage. Ce que je vous disais, l'objectif c'est de faire aussi du smart. Donc dans le cadre de ce projet de recherche, il y a un outil à l'échelle de démonstration qui a été mis au point pour piloter la fertirrigation à partir d'eau usée traitée. Donc il est couplé à un modèle agronomique qui est le modèle DESAT. Et avec un ensemble de données de base, je dirais qui sont des données du sol, des données météo, des données des cultures. L'objectif, c'est de rentrer l'itinéraire technique de l'agriculteur et de faire des simulations des besoins des plantes, à la fois en fertilisation et en irrigation, de tenir compte des quantités d'eau qui sont disponibles sur la station pour irriguer à tel ou tel moment, et de tenir compte également des quantités en azote qui sont présentes, on l'a dit, de façon résiduelle dans l'eau, pour voir les économies de fertilisation qu'on peut faire sur le maïs très concrètement. Donc je vous passe le détail là, également de la complexité du modèle, mais on l'a fait tourner sur 2 années avec les agriculteurs, et sur la dernière année où on a fait de l'irrigation réelle, on a des résultats très intéressants puisque par rapport aux parcelles témoins, on a pu mesurer 30% d'économie d'eau sur les parcelles pilotées avec cet outil et 10% d'économie en azote, ce qui est très bien puisque sur cette station d'épuration, il y a un traitement d'azote qui est assez poussé, alors je dirais presque malheureusement, parce que du coup il n'y a plus beaucoup d'azote dans l'eau traitée, mais même avec ça, en l'intégrant, on a réussi en fait à réduire les traitements azote de l'agriculteur. Et l'autre intérêt en fait de pouvoir utiliser l'eau d'irrigation comme vecteur de fertilisation, c'est qu'on peut du coup amener l'azote grâce à l'eau plus tardivement dans la parcelle, même quand le maïs est très haut, ce qui permet de l'apporter au bon moment et donc d'optimiser son usage, ce qui explique aussi les économies d'eau qu'on a pu faire. Voilà, je vous remercie. Je vous ai présenté l'essentiel. N'hésitez pas à aller voir le site internet. Alors, il n'est pas tout à fait à jour parce qu'il y a beaucoup de données à mettre en place, mais il y a quand même pas mal d'informations et je suis à votre disposition aussi pour la suite. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, pour terminer, pour rebondir sur votre dernière partie, à propos de la valeur nutritionnelle pour les plantes en termes d'azote et de phosphore, je ne sais pas s'il y a déjà eu des évaluations plus précises par rapport aux quantités qui pourraient être exploitables dans les eaux usées traitées. Je ne sais pas si on a des mesures... Si on a des standards là-dessus, Monsieur Clerc, vous semblez avoir des informations ? C'est pris en compte, par exemple, sur les golfs. Ouais. On tient compte effectivement de l'apport en azote et phosphore parce que ça diminue d'autant en fait la fertilisation. La fertilisation. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, pour les agronomes en termes d'unités par hectare ou quelque chose comme ça ? Vous n'avez pas une idée de ce chiffre ? Ça dépend des cultures. Oui. Ça ne sera pas la même chose. Non, mais je parle du contenu dans les eaux usées traitées. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Monsieur Burtin, peut-être vous en savez quelque chose ? Oui, alors la qualité de l'eau qui sort de la station d'épuration, elle dépend étroitement de l'arrêté d'autorisation qui a prévalu pour l'autoriser cette station d'épuration. Donc il y a certains milieux qui sont très sensibles. Le préfet est obligé de prescrire donc des arrêtés prescrivant donc un abattement très fort de l'azote ou du phosphore. Et comme le disait Madame, effectivement, si on se place du point de vue milieu récepteur, c'est très bien. Et si on se place du point de vue réutilisation agronomie, manque de chance, on a éliminé. Et c'est là où c'est intéressant. La RIUT est intéressante, c'est-à-dire qu'on change de paradigme, on regarde en fait l'ensemble des processus et on se dit là j'ai un épurateur qui est en train de dépenser de l'énergie et de l'argent pour éliminer de l'azote et du phosphore, et à côté j'ai un agriculteur qui va dépenser de l'argent pour acheter de l'azote et du phosphore. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se dire que peut-être il y a moyen de... Une concordance on peut faire quelque chose. Oui, très bien. Une concordance d'intérêt. Voilà, chercher une convergence d'intérêt. Je me tourne vers vous, comme promis, si vous avez des questions. Pour ce faire, Vanessa vous proposera de prendre le micro. Si vous avez... des velléités d'intervention, parce qu'au-delà des questions, vous pouvez aussi avoir à témoigner si vous le souhaitez. Madame, je crois que vous êtes déjà intervenue dans une conférence précédente, mais je vous laisse vous représenter pour ceux qui ne vous auraient pas entendu. Alors le micro ne fonctionne pas. Le micro salle, s'il vous plaît, en régie, à moins qu'il soit fermé, mais normalement il est ouvert. Oui. Voilà, c'est parfait, merci. C'est parce que je ne sais pas l'utiliser. Non, rassurez-vous, c'était juste le temps de le mettre en service depuis la régie. Oui. Je suis déjà intervenue, mais là, je vais le faire à un autre titre, Nicole Fluger. Donc, je suis une habitante de Toulouse. On sait qu'il va y avoir 1,5 million d'habitants en plus dans la région qui vont venir
essentiellement dans les villes, donc l'importance de cette reuse dans les villes. Or, il me semble qu'il y a une catégorie d'intervenants dont on parle peu, mais c'est peut-être parce que je ne sais pas, c'est tout ce qui est urbanisme et architecture. Parce que là, il y aurait beaucoup, à mon avis, il me semble qu'il y a beaucoup de recherches à faire là-dedans. Donc c'était ma question Tout à fait, oui. d'aller vers ça. Ne serait-ce que j'imagine par conception, imaginer notamment les circuits séparés d'eau potable et non potable. Par exemple, vous faites allusion à ce genre de choses, ou l'utilisation des eaux pluviales, etc. Je suppose. J'avais une autre question. On va peut-être répondre plus à cette technique qui n'a rien à voir. C'est mesure des micropolluants et des médicaments, etc. Comment est-ce que ça complètement un autre. Très bien, Madame Sosac-Pollet. Alors sur l'urbanisme et le bâtiment, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu. Dans l'appel à projet, d'ailleurs, on a des gens qui nous ont proposé des expérimentations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les usages domestiques, ça reste quand même interdit, sauf dérogation. Et donc, c'est pour ça qu'on est encore beaucoup au stade de l'expérimentation. Donc nous, on est là pour accompagner ces expérimentations et on souhaite effectivement que ça se développe parce que là, on parle de réutiliser de l'eau en sortie de station d'épuration, mais pourquoi pas réutiliser dès le départ les eaux grises, voire les urines, parce qu'on sait que azote et phosphore se concentrent dans les urines. Donc on pourrait très bien séparer urine, eau grise, eau noire. D'ailleurs, on a accompagné des projets de recherche, projet Muse, pour faire des études de différents scénarios. On a aussi accompagné un projet qui s'appelle SMS, séparation des micropolluants à la source, parce qu'en l'occurrence, il y a aussi beaucoup de micropolluants, la toxicité se concentre dans les urines. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur ces projets, sauf qu'aujourd'hui, on en est vraiment au début de ces réflexions. Il y a des projets de recherche sur Paris où on travaille sur la séparation de l'urine à la source. On fait des doublés avec de l'urine. Bon, ça reste très. Mais bon, sur Paris, ils ont un gros enjeu azote. Ils ont un problème. Ils arrivent en limite de capacité du traitement de l'azote. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentations domestiques et privées d'utilisation dans le jardin, en permaculture, etc. Tout à fait. Après, ça reste hors réglementation. Par définition, ça n'est pas non plus. Bon, après, si vous voulez arroser votre jardin avec vos eaux pluviales, par contre, il n'y a aucun problème. Ou si vous voulez alimenter vos toilettes avec vos eaux pluviales, ça reste autorisé. Mais ce qui sort de ce cadre-là, aujourd'hui, est hors réglementation. Donc c'est pour ça que ça voit peu le jour, finalement, je pense. Mais pareil, il y a des initiatives, il y a des entreprises qui ont des procédés à proposer, il y a tout à explorer. Voilà. Et sur les micropolluants, si je peux me permettre aussi, c'est vrai que c'est un enjeu. Le nouveau règlement européen qui est paru en 2020 incite les porteurs de projets de réutilisation des eaux usées traitées à faire des études. Nous, on incite aussi les porteurs de projets qui postulent à l'appel à projet à inclure un volet études des micropolluants dans les projets. C'est une thématique qui est un petit peu généralisée. Elle n'est pas forcément que relative à j'ai envie de dire, à la réutilisation des eaux usées traitées. Et donc, mais il faut la regarder de près pour la réutilisation des eaux usées traitées. Alors, quelque part, avec des études et avec un cadre un peu maîtrisé, ça permet aussi finalement d'avoir plus d'éléments d'appréciation parce qu'aujourd'hui, les projets sont très encadrés, quoi. Merci. Monsieur Clerc, vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur les micropolluants, c'est effectif. Aujourd'hui, sur les projets de réutilisation maîtrisés, il y a des analyses faites par des laboratoires agréés, donc avec un suivi régulier. Et sur certaines analyses, on descend jusqu'à 10 nanogrammes par litre. Donc on est dans des valeurs très très basses. Pourquoi ? Parce que le micropolluant, en fait, c'est un bon indicateur de fonctionnement de la filière épuratoire. Donc on se sert en fait du micropolluant comme étant un traceur. La filière, elle doit marcher 100% du temps à 100% de son rendement. S'il y a un souci, le micropolluant est un excellent indicateur. Peut-être plus performant que la partie microbiologie. D'accord. Merci. Monsieur Combe, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, un complément sur la question de l'urbanisme, parce qu'on s'est rendu compte à travers des projets qu'on découvrait et à travers des enquêtes qu'en fait, la réutilisation des eaux usées traitées, l'économie circulaire est une occasion de remettre à plat
la planification urbaine, de fouiller un petit peu dans les plans locaux d'urbanisme, de connecter à la fois les constructeurs, les opérateurs immobiliers, des aménageurs, des paysagistes, des environnementalistes. Donc oui, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur la transversalité entre ces différents métiers, ces différentes composantes du projet urbain, de façon à pouvoir répondre aux enjeux du changement climatique, faire des économies d'eau, imaginer voilà, davantage de recyclage, que ce soit des eaux pluviales pour alimenter les toilettes, hein, comme ça se fait, on a quelques projets dessus. Voilà, il y a beaucoup à faire pour faire se rencontrer les acteurs, les collectivités et les porteurs de projets pour améliorer tout ça et obtenir des résultats environnementaux, des îlots de chaleur, enfin réduire ces îlots de chaleur, enfin toutes les problématiques d'aménagement urbain. Merci beaucoup. Du sujet dont nous avons largement parlé hier aussi, avec notamment les solutions fondées sur la nature, sur la désimperméabilisation aussi en milieu urbain, avec tous ces bénéfices que vous venez d'évoquer de nouveau au passage. Tout se tient finalement, hein. Toutes ces conférences sont interdépendantes les unes des autres, avec parfois la mise en évidence de contradictions, hein. On parlait par exemple de l'intérêt de ce que vous venez très bien de démontrer, Monsieur Burtin, par exemple, de l'intérêt agricole de telle ou telle eau usée, alors qu'elle peut être un inconvénient dans certaines situations sensibles. Voilà, donc tout est lié et c'est tout l'intérêt de vous entendre sur ces projets qui sont en cours. Si vous le permettez, si nos estomacs veulent bien encore patienter une minute ou deux avant le déjeuner, je vous propose encore une question de la salle, si vous le voulez bien, pour à destination de nos intervenants, avant de les libérer eux aussi, pour aller se restaurer ensuite. Bonjour, Régis Ten, donc à la FNCCR, cycle de l'eau. Juste une première remarque. On a l'impression qu'on a inventé la réutilisation des eaux usées. Enfin, c'est jamais que le cycle de l'eau, hein. On ne fait que ça depuis que la Terre a de l'eau dessus. Et la question, c'est de savoir si au moment de l'avoir traitée, est-ce qu'on la remet dans le milieu naturel et elle refait faire un cycle via le milieu aquatique, ou si on la réaffecte tout de suite à un autre usage. Et l'enjeu, c'est bien quand même de vérifier que cette affectation à un autre usage ne va pas nuire quand même aux usages biologiques des cours d'eau, ou que ça va permettre de soulager une autre ressource plus sensible. Mais donc, juste un petit point d'attention là-dessus. Là, j'avais une question un tout petit peu plus technique, parce qu'on a évoqué le décret il y a 15 jours sur l'expérimentation, réutilisation autre que irrigation, agriculture. Un des critères qui est fixé, c'est que la station doit produire des boues d'épuration conformes à l'épandage agricole. Et je ne vois pas bien, enfin je voulais votre avis là-dessus, parce que les micropolluants ou des polluants soient transférés dans les boues, c'est peut-être que précisément la filière épuratoire est bonne. Donc ça ne me semble pas intuitivement un critère pour dire que l'eau sera de bonne qualité, que les boues le soient. Bon, si les boues le sont, il y a des chances que l'eau à l'origine soit pas trop polluée, donc pas trop de soucis, mais inversement, pourquoi est-ce qu'on considère que des bonnes boues sont le gage d'une eau de bonne qualité? Monsieur Burtin. Oui, merci de cette remarque. Alors, à titre liminaire, effectivement, vous avez raison, la réutilisation des eaux, on ne l'a pas inventée aujourd'hui, hein, c'est jamais qu'une accélération du cycle de l'eau. Et pour répondre à votre question sur le lien effectivement entre la possibilité de faire de la reuse et la conformité des boues, alors c'est pas moi qui fais la réglementation, mais j'y souscris néanmoins dans le sens où effectivement les boues en fait concentrent une partie des pollutions, et surtout par rapport à une analyse qu'on peut faire à un instant T sur la qualité de l'eau de sortie. Alors déjà, il y a des soucis pour aller mesurer, Madame parlait ou Jean-Michel parlait, de mesurer à 10 microgrammes par litre, c'est pas toujours évident, enfin c'est des protocoles analytiques spécifiques, donc déjà c'est compliqué à mesurer dans l'eau, et puis surtout on peut avoir des effets de l'eau qui est polluée par des micropolluants, et si on fait l'analyse le lendemain, elle est plus polluée, alors que par contre dans les boues, il y a une espèce d'effet mémoire, on accumule, c'était là, et le législateur a établi la règle du jeu selon laquelle s'il y a des micropolluants dans les boues en quantité importante, alors ça veut dire qu'on a une ressource qui est pas saine, et donc du coup, de facto, pour la réutilisation, on considère que c'est pas acceptable et que c'est un risque qui est trop important. Voilà. C'est ça, à mon avis, le lien, mais là encore, je le répète, c'est pas moi qui ai fait le texte.
Oui, Monsieur Clerc, moi, je confirme. Vous éclairez aussi là-dessus. Le législateur part du principe qu'effectivement, on ne doit pas avoir de rejet au réseau d'assainissement qui soit lié à des petits faiseurs industriels. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a des gens qui bricolent dans leur garage, qui ont des petits ateliers de traitement de surface ou autre, on va avoir une pollution qui n'est pas une pollution industrielle déclarée, mais qui va ramener effectivement épisodiquement des métaux. Et effectivement, là, ça va se voir à la longue sur la partie des boues. Donc c'est une constante de la législation qui démarre en France dans les années 90, pour mémoire, où le Conseil supérieur d'hygiène publique de France avait bien dit effectivement réutilisation si bonne qualité des boues. Et cette législation des années 91-92, elle ne sort pas du chapeau non plus. Elle est issue en fait des travaux de l'OMS. Donc là-dessus, il y a tout un arrière-plan, je dirais, d'hygiéniste et d'analyse du risque. Donc là-dessus, la réglementation, elle est contraignante, mais elle est étayée. Et aujourd'hui, on a bien tous parlé de réutilisation d'eau maîtrisée. Et c'est un élément important. Pourquoi ? Parce qu'au sens européen du terme, il faut que les cultures qui sont cultivées et commercialisées puissent franchir toutes les étapes au plan européen, au plan international. Il ne doit pas y avoir de barrière parce qu'elles ont été irriguées avec des eaux traitées. Et il n'y aura pas de barrière si on est capable, au niveau de la production, d'assurer la traçabilité et le fait qu'effectivement, on est conforme à des standards réglementaires et normatifs. Alors, on a bien compris effectivement votre propos et c'est une quasi-synthèse des différentes questions qui ont été posées à travers vos différents témoignages. On a bien compris que s'il reste encore quelques freins ou quelques ralentissements, quelques réticences, il y a un certain fondement derrière, c'est souvent fondé, et puis qu'on ne va pas ouvrir les vannes du jour au lendemain, même si s'il y a certaines ambitions ou certains objectifs ambitieux, comme vous les avez montrés tout à l'heure. Je vous propose d'en rester là sur cette dernière question et ces dernières réponses. Et puis merci, Monsieur Clerc, justement, encore une fois, puisque vous m'avez éveillé encore, vous avez attisé ma curiosité en évoquant le pont du Gard tout à l'heure. J'ai fait un rapide calcul. Quand vous disiez qu'il y avait 1 million de visiteurs sur le site du pont du Gard, je me disais à raison de 7 litres par chasse d'eau, sans compter l'eau de lavage, allez, on va dire une dizaine de litres pour le lavage des mains, sans parler de la restauration, 10 millions de mètres cubes, 10 millions Attendez, j'ai pas fait le calcul. Non, je me trompe là. On est à 7 millions de litres, 10 millions de litres. Voilà, ça c'est sur une année. Voilà, je me demandais combien il y avait d'eau qui passait dans le pont du Gard dans le même temps à l'époque. Alors, le pont du Gard, si vous allez, je dirais, quand on a un phénomène de crue, c'est en mètres cubes par seconde et c'est des centaines de mètres cubes par seconde. En été, c'est beaucoup plus réduit, mais vous n'êtes pas loin de la réalité puisque aujourd'hui, la collectivité qui reçoit les eaux usées du pont du Gard a fixé un débit maximum admissible de 5000 mètres cubes. Donc ça vous donne un peu, vous voyez que le million de touristes, ils consomment quand même beaucoup d'eau. J'ai bien fait de revenir là-dessus, vous connaissez bien vos dossiers. Merci beaucoup. Je vous propose, comme nous le pratiquons habituellement, d'applaudir quelques instants nos intervenants pour les remercier de leur participation, de leur intervention et de leur disponibilité. Merci à vous encore une fois et je vous souhaite un très bon appétit à tous. Avant de nous retrouver, si vous le souhaitez, cet après-midi pour la toute dernière conférence de ce cycle 2022 à Toulouse. Comment rendre les métiers de l'eau plus attractifs pour répondre aux besoins? Vaste question là aussi qui pourra intéresser un grand nombre d'acteurs présents parmi vous. En attendant, bon appétit, peut-être à tout à l'heure. 3, 2, 1.